Ressortir des livres comme ça de manière posthume, c'était aussi un vœu de l'éditeur de Vertical et de Jean-Luc qui trouvait qu'il y avait pas mal d'années qui avaient passé, que ces livres méritaient d'être remis un peu en avant. Pour les aider à se mouvoir, en ces fins de semaine amorphes, l'État se décide à leur octroyer quelques paires de patins à roulettes qui pourront les aider à l'exercice de leurs fonctions tout en économisant le carburant. Mon amour, d'ailleurs je t'aime, et tu m'aimes et foutons-nous du reste. Les enfants, nos enfants bien-aimés sont partis, invités pour le week-end par des familles amies. Et je suis seule avec toi. Et une petite bouteille de rouge, présentement vide. Donc si je prends la sortie de mémoire de l'inachevé, c'est quand même pas rien pour nous les enfants qu'un éditeur dise « je vous propose qu'on aille rechercher des lettres qui datent des années 50, qui datent du temps de notre naissance, ou peut-être même déjà avant notre naissance, et puis qu'on soit partenaire d'une entreprise où on va revisiter notre arrivée sur Terre dans un contexte comme celui de Griselidis ». Oui, j'étais au Théâtre de Poche pour toute la nuit de la Passe et on s'est accroché pour tenir le coup jusqu'aux petites heures du matin. C'était une très très belle idée de Françoise Courvoisier. On a réussi à lire presque en entier La Passe imaginaire en 6 heures de temps, je crois que c'était. C'était un peu une performance et finalement ça s'est passé, en tout cas pour les comédiennes, très bien. Parce que c'est vrai qu'on était comme... Elles sont tellement vivantes ces lettres. C'est là qu'on peut faire un compliment passant. Même sans les transformer pour le théâtre, il y avait déjà tellement de vie, tellement d'élan, de différence d'atmosphère, de moments, d'un tempérament. Ce qui fait qu'il n'y avait pas besoin d'aller chercher très loin. Le premier effet que ça m'a fait, c'est qu'il y avait une espèce de flamboyance comme ça, de magnificence. Et dans une vie aussi difficile, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et je pense que c'est un des points communs d'ailleurs de grands auteurs, c'est cette capacité à transformer des difficultés de vie, si ce n'est elle édulcore pas les choses, elle dit pas que c'est facile à vivre, mais cette espèce de capacité à traduire ça, voilà, j'ai pas d'autre mot que flamboyant. L'UDC Genevoise est intéressée par le modèle zurichois. Pourquoi est-ce que ça pose problème, selon vous, d'avoir des prostituées dans la rue ? Ça pose problème parce que, comme d'habitude... C'est vrai que les paquis aujourd'hui subissent différentes problématiques. Je ne pense pas que ce soit les travailleuses et les travailleurs du sexe qui en sont la cause. On a été, c'est vrai, interpellés par Aspasie, qui nous demandait un avis, à savoir est-ce que les habitants se plaignent de la présence des prostituées, du rôle des prostituées dans le quartier. Et la réponse de l'action communautaire, donc service social de la ville, a été extrêmement claire. Non, il n'y a jamais eu dans le quartier d'interpellation directe de l'action communautaire par des habitants disant « il y a trop de prostituées, qu'est-ce qu'elles font vers nos enfants ou proches des écoles ». Les adultes sont prompts à penser que ce qu'une personne suscite chez elle va être suscité chez leurs enfants ou les autres enfants. Souvent, on oublie que les enfants n'ont pas les mêmes représentations, n'ont pas le même rôle, n'ont pas la même place, et que donc pour eux, des adultes restent des adultes, qu'ils soient des travailleuses du sexe ou des cordonniers. La ville de Zurich veut davantage contrôler la prostitution et pour ce faire, elle va créer des box pour les prostituées dans le quartier d'Altstetten, c'est à l'ouest de Zurich. Le législatif municipal a accepté hier soir un crédit de 2,4 millions. En faisant ce genre de démarche, on risque surtout de la marginaliser encore plus, donc de précariser les travailleurs et travailleuses du sexe. Par ricochet aussi d'ailleurs les clients, de créer une situation d'abus, de violence, de réseaux clandestins. Donc je pense que ce n'est pas la bonne réponse. Je ne serais pas du tout favorable à ce que, comme dans certaines villes, on mette à l'extérieur de la ville ce type d'activité, parce qu'on n'a pas à cacher cette activité-là. Elle fait partie de la vie d'une société. Maintenant, on doit permettre à ce qu'elle puisse se pratiquer dans des bonnes conditions et ne pas avoir un impact négatif sur la vie des personnes qui l'exercent. Et c'est là que je suis allée au Grand Conseil. C'était une expérience tout neuve. C'était un peu flippant parce que nous, on est prostituées, on n'est pas habitués à aller à parler devant les politiciens, et puis ces gens sérieux comme ça, de l'UDC, qui ne sont plus que nous n'aiment pas.
Moi, c'était très bien passé, mieux de ce que je pensais. J'étais très bien accueillie, je me suis sentie très bien à l'aise. Et m'ont écouté, la prof, le projet de loi, il n'a pas passé. Le bain des plaisirs, c'est sous ce nom riche de promesses qu'un calendrier de l'Avent un peu particulier est exposé à Genève, au bain des Paquis. Jusqu'à Noël s'ouvrent les portes de cabines de bain décorées par des artistes et des travailleuses du sexe. Alors l'idée a été amenée par Aspasie, qui sont donc venus nous rencontrer au bain, et nous ont donc fait cette proposition de venir investir les cabines, une partie d'entre elles en tous les cas, pour ce calendrier. Alors nous, on a été évidemment tout à fait séduits par cette proposition. Oui, c'était moi qui ai donné le nom à ce calendrier. Ça m'est venu tout d'un coup. C'était une expérience très, très amusante. Je me suis amusée à le faire. Les meilleures photos ont été choisies et puis 10 cabines dans le cadre des bains des plaisirs. Donc ça a donné cette antichambre dans laquelle on rentrait. On avait ces 10 ambiances de travail ou ces 10 messages que des femmes avaient envie de communiquer. C'était important d'assister à ce vernissage du calendrier de l'Avent 2011 au bain des Paquis car c'était un moment de reconnaissance. C'était un moment de partage autour quand même d'un... Bon, c'est les travailleurs du sexe, on insiste sur le côté travail professionnel, mais c'est pas un travail pas comme un autre. Et je trouvais la démarche, disons, de donner une dimension artistique, créative, en collaboration active, donc ces tandems entre artistes, photographes et travailleuses du sexe ou travailleurs du sexe, c'était une démarche passionnante et qui méritait, voilà, déjà la curiosité bien sûr, le résultat, mais aussi une reconnaissance de montrer que c'était une démarche qui méritait un soutien. J'ai fait le discours, je crois, après Madame Dreyfus, ou avant, je ne me souviens plus. Il y avait beaucoup de jeunes, c'était la première fois que je faisais un discours devant autant de jeunes, mais je crois que c'était bien passé. Et le discours, c'est moi-même qui l'ai écrit. La vocation d'Aspasie n'est pas une vocation artistique, c'est juste que pour les 30 ans, il est apparu, justement, grâce à ces différents types de projets dont nous avions entendu parler via Tempep, que l'art donnait une place, donnait un lieu de parole, un lieu de représentation, et que souvent, par effet boule de neige, permettait à la personne de valoriser son vécu, de valoriser sa parole, sa pensée, et donc, quelque part, d'avancer sur la scène sociale. En tout état de cause, pour les personnes qu'on essaye de mettre à l'écart de la société par des jugements de valeur, s'exprimer par une forme ou une autre d'expression artistique montre une vitalité et une capacité de ne pas rentrer dans le schéma caricatural qu'on veut dépeindre d'elle. On a quand même un public pour une grande partie local, mais on a aussi beaucoup de touristes, d'étrangers. Les bains des Paquis, c'est quand même 1 million de visiteurs par année, et ça a été un moment absolument magique, merveilleux. Des 9 éditions du calendrier de l'Avent, ce fut l'édition qui a eu le plus de succès, à tel point, c'est que les bains des Paquis ont demandé une prolongation du calendrier jusqu'à fin janvier, du jamais vu. Il y a beaucoup trop de prostituées. Bien sûr, on a eu les accords avec l'Europe, etc. La situation a débordé. Et puis la police n'arrive plus à en être maître. Il faut voir, c'est une situation qui est ouverte. Il y a les bandes de souteneurs qui sont là-bas. C'est vraiment pas possible. Il faut faire quelque chose. Les travailleuses du sexe nous parlent beaucoup de leurs nouvelles conditions de travail, qu'elles ont moins de clients, qu'elles ont l'impression d'être plus nombreuses. Donc, c'est que c'est vrai. On est plus dans des situations de femmes qui ont eu besoin d'entrer dans la prostitution pour vraiment survivre. Et pour survivre à des situations de précarité, que ce soit dans des pays d'origine qui ne sont pas la Suisse, que ce soit même ici. Moi, la plupart de ces personnes sont des migrantes. Et que c'est en lien à la fois avec les accords bilatéraux avec l'Union européenne, donc qui facilitent le fait de travailler pour toute ressortissante de l'Union, mais aussi avec une crise économique mondiale qui perdure depuis un bon moment déjà. Donc, dans ce sens-là, les récentes trends qu'on peut constater sur le terrain, c'est l'arrivée des personnes qui sont originaires d'un pays tiers,
par exemple l'Amérique latine, ensuite qui arrivent à se faire naturaliser dans un des pays membres de l'Union européenne, et ensuite ils cherchent du travail en Suisse avec ce permis de l'Union. Ça, c'est vraiment des personnes en situation de grande fragilité économique qui arrivent ici peut-être avec une idée d'Eldorado, qui viennent quelques mois, qui se confrontent à la réalité, qui n'est pas du tout celle qu'elles avaient rêvée, et puis qui repartent. Ce qui fait qu'il y a un tournus, il y a un turnover qui est très important. En ce moment, il est très fort. Mais on ne peut pas infiniment gonfler le nombre parce que le marché il est limité. Les chiffres de la prostitution à Genève. Il y a environ 800 travailleuses du sexe actives à Genève, dont 200 ou 250 au Paquis, 125 salons érotiques dans tout le canton, 40 à 45 agences d'escorte, 4 sex centers et peut-être 5% de prostitution masculine, soit 40 personnes. Quant au chiffre de 4 à 5 000 qui est véhiculé par les médias, il s'agit de travailleuses du sexe qui se sont inscrites à la Brigade des Mœurs depuis 1948, date de la naissance de ce fichier, et qui depuis ont quitté la Suisse vraisemblablement sans se désinscrire. À Genève, une exposition photo peu habituelle se tient au Bain des Paquis et elle révèle la vie intime d'Angelina, une prostituée qui officie dans la cité de Calvin. Des images accrocheuses sans être racoleuses qui révèlent le quotidien d'une fille de joie qui se révèle au final une fille presque banale. 12 panneaux posés à même le mur des Bains des Paquis, 12 photographies offertes au vent et aux yeux des très nombreux passants de ce lieu culte de la vie genevoise. Une exposition maximum pour des images très intimes, des tranches de la vie d'Angelina, prostituée au Paquis. On croyait tout connaître du plus vieux métier du monde. On découvre ici l'envers du décor presque dans son intégralité. Seul le visage d'Angelina demeure caché. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la prostituée ne fait que ça toute la journée. Et ce n'est pas vrai. Nous, on est aussi des mères, on est des sœurs, on est des voisines, on est des copines. On fait les courses, on paye les impôts. On a des jours que c'est très cool, il y a des jours qu'on n'a pas envie, comme tout le travail. Ce qui est important, et le sens de tout ça, c'est vraiment l'image qu'on peut retenir de ces photos. L'image de sa vie quotidienne, de sa vie qui ressemble à celle des autres. C'est une démarche courageuse parce qu'elle assume son statut. Elle a d'ailleurs dit que ce n'est pas toujours simple. En même temps, elle voulait être reconnue comme personne, comme femme, comme individu. Et de dire qu'elle existe avec ses soucis, elle a d'ailleurs parlé, elle a dit c'est une vie, voilà, j'ai mes soucis à moi, ma vie, mes bonheurs, mes malheurs. Des milliers de personnes sont passées devant ces images. Pratiquement tout le monde s'est arrêté pour les regarder, pour les contempler, a fait son petit chemin comme ça jusqu'à arriver aux escaliers pour descendre ensuite à l'intérieur des bains. Et je crois que les gens ont beaucoup apprécié. Alors, le fait qu'Aspasie ait recours à une démarche, disons, culturelle, c'était une surprise, mais une bonne surprise. Je me suis dit, ah, mais quelle bonne idée d'y avoir pensé. Puisque justement la culture permet peut-être d'amener un autre regard, un autre contexte, une autre manière d'aborder une problématique difficile. La prostitution, c'est franchement pas le plus simple. Et d'ailleurs, la réponse était là. Visiblement, il y a eu un grand intérêt de la population pour cette démarche. On ne s'attendait pas à un tel succès, c'était vraiment impressionnant. Un succès total. La position par rapport à ce contrat de danseuse de cabaret dont on sait qu'il repose sur une hypocrisie parce que personne l'ignore, ou en tout cas beaucoup de gens savent que la prostitution s'exerce dans les cabarets, en dépit du fait que le contrat l'interdise. Mais ce contrat, ça constitue un cadre légal indispensable pour protéger les danseuses et puis leur permettre, en cas d'abus, de faire valoir leurs droits. Les femmes qui ne veulent pas se prostituer entrent très rapidement en conflit, en litige
avec leurs employeurs, parce que c'est précisément ça qui amène l'argent dans la caisse. La prostitution attire les clients, et les clients viennent. Les cabarets, ce sont les établissements de consommation. Les clients viennent, ils consomment, et c'est ça qui amène l'argent dans les caisses des cabarets. Et on sait aussi que la suppression d'un statut de séjour et de travail légal pousse les personnes dans la clandestinité et donc les rend plus vulnérables et en règle générale plus exploités parce que l'employeur capte ce genre de situation sans trop de difficultés. Et donc ça aboutit au fond à un effet contraire puisqu'on pénalise ces personnes en les privant d'un accès aux droits et d'une protection qui est certes imparfaite et perfectible, mais qui existe. Nous travaillons avec la réalité qui se présente. Nous ne sommes pas là pour combattre quelque chose ou pour promouvoir quelque chose. Nous sommes là en face de la réalité des femmes et des hommes qui se prostituent dans les cabarets, en dehors des cabarets, dans les bars, dans la rue, dans les salons. Alors lorsque j'ai assisté à l'Assemblée générale de 2012, des 30 ans d'Aspasie, c'est vrai que voilà, il y a eu un peu le cœur qui battait et d'abord de revoir quelques personnes qui avaient été au démarrage, c'était déjà une première émotion. Et puis je crois que l'émotion, elle a été aussi portée par justement par ce constat que le dynamisme, la militance aussi d'Aspasie était encore présente, que les personnes aussi bien prostituées que leurs alliés avaient envie de poursuivre tout ce développement formidable des activités que l'association a encore sur le chantier. Et puis, ce qui m'a fait plaisir aussi dans cette année-là, c'est qu'il y a eu de nouveau une sorte d'essor d'activités culturelles, ce à quoi moi je tenais beaucoup dans les démarrages de l'association. Pour moi, c'est un émerveillement parce que j'avais 23 ans quand on a cofondé cette association avec des personnes qui m'étaient totalement étrangères puisque je n'avais jamais côtoyé de personnes prostituées avant la création d'Aspasie et le travail de diplôme sur la prostitution des mineurs. Et de me dire que 30 ans plus tard, cette association est reconnue, qu'elle lutte toujours pour une population qui est fortement précarisée, c'est une satisfaction extraordinaire. De lutter ensemble sur des choses qui étaient très injustes pour l'abolition du certificat de bonne vie et mœurs, comme par exemple la taxation aléatoire au niveau des impôts. Ça voulait dire que ce que nous racontaient en tout cas les personnes prostituées, ce qui nous avait été confirmé par les employés des impôts, c'est que les prostituées étaient taxées en fonction de leur physique et de la fréquence de leur passe finalement. Donc la légende urbaine, mais qui probablement avait une base véridique, était que des employés des impôts venaient dans le quartier, observaient le mouvement des personnes prostituées, faisaient une moyenne du nombre de clients qu'elles pouvaient avoir par jour et en fonction de leur physique aussi pouvaient faire une estimation des impôts à payer. Et ça nous paraissait totalement inacceptable. Aspasie, je trouve remarquablement qu'elle a su, à travers des soubresauts, parce qu'elle en a connu des soubresauts, être là présente en évitant deux écueils. Un, de s'enfermer dans ses bureaux et d'être une espèce de pratiquer une espèce de paternalisme à l'égard des travailleuses du sexe, et inversement, de se substituer aux travailleurs du sexe et de devenir leur voix autodésignée. Elle a évité ces deux écueils, et je trouve ça admirable, et Dieu sait que le monde change, donc il n'y a pas de raison que le travail du sexe ne change pas,
pour toutes les personnes qui gravitent aussi autour d'Aspasie et qui sont membres d'Aspasie, ce côté militant est encore là. Enfin, moi, en tout cas, je le perçois bien. Donc, je pense que cet aspect-là, c'est-à-dire faire remonter les problèmes, les porter auprès des instances officielles et tirer la sonnette quand il le faut, je pense qu'effectivement, l'association a toujours cette virulence-là et c'est pour ça qu'on l'aime bien. Mot de passe, la revue d'information d'Aspasie a été cette année 2012 encartée dans le Courrier. C'était le samedi 5 mai, date anniversaire d'Aspasie. 11 000 exemplaires pour toucher le plus large public possible. Pour moi, mot de passe, c'est la publication d'Aspasie à travers la vie d'Aspasie. Et j'ai de grands souvenirs de numéros de mots de passe pour lesquels on n'a pas eu assez de moyens pour le donner. Il y avait des numéros imaginatifs, pas luxueux, jamais luxueux, mais toujours avec beaucoup d'humour, avec des photos, des dessins et tout ça. C'est l'occasion pour nous de nous adresser à un public plus large que les travailleuses du sexe pour informer de notre expérience, de tout ce qu'on fait depuis 30 ans. Des témoignages de personnes qui travaillent dans l'équipe, de certaines aussi travailleuses du sexe, c'est une façon de se rendre plus visible. Cette fois-ci, on s'est dit, étant donné que la majorité des personnes qui s'adressent à nous sont de langue espagnole, ce serait bien de donner cette information en espagnol également. Ils étaient touchés de pouvoir justement le lire parce que c'était dans leur langue. Elles avaient une information très facilement accessible. Mot de passe, c'est ça. J'espère que les circonstances ne sont pas très favorables à Genève de trouver de l'argent pour faire des choses qui peuvent paraître superflues, apparemment superflues. Mais ce n'est jamais superflu parce qu'au jour d'aujourd'hui, il ne suffit pas de bien faire, il faut aussi le faire savoir. Et mot de passe a été dans des périodes extrêmement difficiles, ces conjonctions avec le sida et d'autres, un outil, en même temps quelque chose de toujours ludique, toujours bien fait, toujours... voilà, c'est ça, mot de passe. Alors, projet de loi sur la prostitution qui était un projet de loi modifiant la loi sur la prostitution, donc qui a déjà été ratifié il y a 2 ans en arrière. Et là, on venait changer 2 éléments qui avaient été contestés par le tribunal fédéral d'ailleurs. C'est-à-dire, et principalement, donc, qui avait trait au contenu du fichier de police, ainsi qu'à la gestion, mais ça c'était pas tellement le projet de loi, c'est nous qui l'avons amené, plus dans l'audition, la gestion des salons et de comment les femmes étaient, dans certains salons en tout cas, dirons-nous, exploitées. Avons-nous besoin de légiférer dans ce domaine? Parce que fondamentalement, quand on se met à légiférer, il y a un soubassement moral qui n'a rien à voir là-dedans. Si étant où l'État peut assurer le libre choix de cette profession et maintient au loin les proxénètes et permet un libre exercice de cette profession comme de toutes les professions, je ne crois pas aux batteries législatives. Genève, longtemps, était montré du doigt parce qu'il avait eu un petit règlement en 5 articles et on considérait que Genève avait beaucoup de chance. Et bien voilà, donc ça a démangé de fer, ça c'est du Macher. Max Frisch parle des Macher, de ceux qui ont besoin de fer. Voilà. La tendance du monde moderne est malheureusement à légiférer à tour de bras dès qu'un problème se présente. Enfin, la prostitution n'est pas le seul. Et puis à légiférer le plus vite possible, enfin, de manière assez empirique. Et donc, cette inflation normative, à mon sens, n'est pas un facteur de protection nécessairement. Il peut aussi être un facteur de répression accrue. Mais elles ne peuvent pas être la seule profession qui trouble continuellement les jugements des gens et leurs pensées et leur sang-froid parce que elles relèvent d'un jugement moral qui ne s'appliquerait pas aux charpentiers, aux bouchers, à tout ce que vous voulez, mais pour elles,
spécialement leur profession entraîne un jugement moral. Voilà. Or, la loi, ce n'est pas la morale, ce n'est pas la religion. Voilà. La loi, c'est autre chose. Et la loi de la République laïque, elle n'est pas de jugement moral. À plusieurs reprises, nous avons essayé d'encourager les femmes d'exiger un reçu chaque fois qu'elles payent, ou d'avoir au moins une personne témoin qui soit présent. Et ça n'a jamais vraiment abouti. Et aujourd'hui, depuis le mois d'avril de cette année, il y a un nouveau règlement d'application de la loi sur la prostitution qui exige que toute personne qui loue ou qui engage une personne prostituée fournisse un reçu. Derrière moi, le temple des Paquis, c'est ici qu'a eu lieu un soir le bal du bitume, un moment unique et festif de communion. Le bal du bitume a provoqué quelques réactions très vives, mais elles étaient fort peu nombreuses d'ailleurs. Nous avons eu des discussions avec les personnes qui nous ont interpellés, soit par téléphone, soit de vive voix. Et je reconnais que ça n'a pas toujours été facile. Mais quelque part, comme disait ma collègue Françoise Bourquin, qui est la diacre du temple, le temple et l'espace vivent aussi à travers les paraboles. Donc les paraboles, c'est une chose, puis les appliquer, c'en est une autre. Ce qui était chouette, c'était de pouvoir l'organiser dialoguer et avec le temple des Paquis. Les deux associations ont créé un groupe de travail. C'est un groupe d'amusement, c'est parce qu'on s'est beaucoup amusé à préparer cette fête. Et voilà, et on a mis sur pied le bal du bitume au temple des Paquis. Travailleuse du sexe, je veux dire, travail domestique, migrants avec ou sans papier, c'est avant tout des personnes. Et nous travaillons sur la personne, et toute personne a le droit à des égards et des droits. Donc c'est pour ça que la porte du temple des Paquis est ouverte à tout le monde. Et du coup, on a réuni prostituées, personnes homosexuelles, les habitants du quartier, tout type de personnes, de tout statut sociaux, etc. Et ça a été un grand mélange. C'est le mélange des genres, justement. C'est le fait que pour un soir, des populations et des communautés différentes se retrouvent. Parce qu'elles sont invitées par deux associations qu'elles aiment, alors elles se regroupent. Oui, on était à bal de bitume. Ici au Paquis, on se côtoie beaucoup les garçons et les filles. Les garçons qui aiment les garçons, les filles qui aiment les filles qui aiment les garçons. Et on est tout un univers à nous. Et puis ce bal de bitume, c'était magnifique. Il y a trois questions qui se sont posées. Est-ce que les travailleuses et travailleurs du sexe forment leur propre syndicat? Est-ce que Aspasie est en fait un syndicat et devrait être plus syndicaliste? Mais bon, Aspasie est une association subventionnée, donc c'est un peu plus difficile. Et puis la troisième version, est-ce que ce syndicat devrait s'intégrer dans un syndicat existant? On peut voir dans tous ces débats qu'effectivement, les difficultés rencontrées par les travailleurs et les travailleuses du sexe, c'est d'une part la précarité de leur statut, la violence, différentes formes comme ça de difficultés rencontrées au quotidien. Il y a
tout le problème des locations, où les rapports, au fond, liés à cet exercice ne sont pas de l'ordre du contrat de travail, mais bien de la location de locaux, d'appartements. Bref, donc là, on a affaire à des particularismes qui font que, effectivement, disons, on n'entre pas dans le schéma traditionnel des salariés qui s'organisent pour défendre leurs intérêts face à un employeur. Le syndicat, il a aussi un certain nombre de principes, et une des questions qui se pose et qui a été fortement discutée, c'est la question des personnes sans statut légal. Le site est très engagé dans la défense des intérêts de ces personnes et de nous assurer qu'elles ne soient pas discriminées dans leur activité. Cette question aussi se pose dans le cadre de la prostitution, où parfois ces personnes sont vécues plutôt comme des concurrentes que des personnes qui peuvent aussi exercer leur activité. Donc ça ouvre un champ de débat, en tout cas pour notre syndicat, dans la mesure où, au fond, quel que soit le statut, que l'on ait un permis de travail ou pas, pour nous, ça mérite qu'un syndicat s'y intéresse, défendre les intérêts de toutes et tous, dans la mesure où c'est de cette manière que l'on n'est pas divisé, c'est de cette manière que l'on se renforce. Et donc là, il y a évidemment une question de fond pour nous. Ce que je vois que les filles elles comprennent très bien, c'est qu'un syndicat, ça est subventionné pour nous-mêmes. Alors il faut cotiser, parce qu'on ne va pas avoir d'aide financière de quelque autre part. C'est nous qui on fait une cotisation annuelle. Avec ces cotisations, on paye le secrétariat, on paye les frais administratifs. S'il faut louer un local, il faut le louer. Et sûrement, Aspasil va nous aider beaucoup en tout ce que ça va être les démarches du commencement. Mais c'est à nous. C'est à nous qu'il faut faire tout ça. Un syndicat de prostituées se crée à Genève. Il décrit leurs conditions d'existence. Genève, les prostituées sont décidées à créer ce syndicat. Un nouveau syndicat pour les travailleuses et les travailleurs du sexe. Ce syndicat va être lancé prochainement, ces prochains jours à Genève. Le monde de la prostitution, c'est l'occasion justement de parler de ce métier, de son quotidien. J'ai vu un sondage qui disait qu'il y a 62% des Genevoises qui trouvent que faire un syndicat de la prostitution, c'est très bien. J'ai lu qu'Angelina avait créé un syndicat des travailleuses et des travailleurs du sexe, et je pense que c'est une très belle démarche. Elle doit être bien sûr complémentaire des autres démarches, mais l'idée même de l'autodéfense, j'entends, me paraît une excellente idée. Pour ceux qui l'auraient oublié, je suis quand même syndicaliste depuis 50 ans. Je le serai sans doute jusqu'à la fin de mes jours, et j'ai eu la chance d'exercer aussi des responsabilités syndicales. Donc oui, c'est un mot, c'est une démarche qui me parle beaucoup. Je salue ce bébé encore tout jeune. Et je pense que c'est une excellente chose que les travailleuses du sexe et travailleurs du sexe réunissent en association sous forme de syndicat. Le fait de s'associer pour cela leur donne de la force, leur donne une voix, leur donne la possibilité d'exprimer leurs revendications, d'être interlocuteur ou interlocutrice vis-à-vis des autorités, pour effectivement poser leurs demandes et trouver des solutions d'amélioration dans leur travail et dans leur quotidien. Le plus important, c'est de pouvoir, au fond, se fonder sur ses membres, et donc de faire en sorte que, s'il y a un seul conseil, que cette association qui a été créée soit démocratique, qu'elle permette l'échange entre ses membres et qu'elle soit, en quelque sorte, porte-parole des souhaits et des revendications de tous ses membres. Je crois d'avoir gagné le respect de mes collègues à travers les années et à travers l'exemple de vie. Alors ce respect, je l'avais avant d'être président du syndicat. Et maintenant, je l'ai encore et ça n'a rien changé.
Disons que ça m'a responsabilisé un peu. En confronto à ce que les filles elles subissent, à ce qu'elles pâtissent, à les problématiques qu'elles ont. Alors je suis interpellée à chaque moment pour les filles pour qu'elles me disent écoute, j'ai ce problème, j'ai ce autre problème, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors je cherche un peu toujours des solutions pour les problèmes. Alors ça m'a responsabilisée d'abord. À côté de mes collègues, disons, il y a une fille qui m'a dit il n'y a pas longtemps tu es notre espoir de que les choses m'améliorent. Alors il faut que tu te donnes la pêche. Je dis oui, ok, chef. Programmation singulière et précieuse de 11 films, s'échelonnant sur un demi-siècle, permettent d'observer l'évolution du regard porté sur la prostitution par 9 cinéastes de 9 pays différents. La thématique de la prostitution, je dirais qu'elle a commencé avec l'histoire du cinéma et qu'elle l'a accompagnée tout au long. Donc on a présenté par exemple un film japonais de Kenji Mitsuguchi, Rue de la Honte, de 1957, pour arriver à des documentaires tournés en Suisse en 2000, en 2005. Et ben là, on a présenté un film coréen aussi de Dong Jin-na de 2008. On a présenté un film américain, entre parenthèses Andy Warhol, mais on a présenté, et pas seulement anglais, français, des documentaires. Ça a été l'occasion de faire des rencontres intéressantes. C'était vraiment bien. Je pense notamment au film Frau Mercedes, un film bernois sur une prostituée de 73 ans qui circule dans sa Mercedes sur les autoroutes du canton de Berne et qui recueille ses, j'allais dire patients, mais clients, disons. et c'est assez drôle parce qu'elle est venue présenter le film et c'était assez émouvant et impressionnant de la voir là. Donc ça, c'était un bon souvenir et la salle était bien remplie et très sympathique. Il y a aussi le film de Sylvie Cachin sur Claudette, où Claudette, à nouveau, l'histoire d'une prostituée d'un certain âge qui est venue présenter le film. C'était très intéressant et d'autant plus que c'est en transgenre. Parce que Grésilidis m'a toujours dit Claudette, essaye de continuer mon combat. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à Grésilidis et pour Grésilidis. Je lui ai promis que je continuerai le combat jusqu'à la dernière de mes forces. C'est difficile parfois, surtout ces temps-ci, mais je le ferai. Je le ferai jusqu'au dernier moment. Et ensuite, c'est laisser une trace. Claudette, quand elle ne sera plus là, elle existera encore un petit bout. Puis j'espère que ce film servira encore plus tard quand je ne serai plus là. La salle était remplie, était pleine, et c'est toujours avec émotion que j'attends le début du film pour me dire est-ce qu'il y aura du monde ou bien est-ce que ça intéresse toujours le monde et qu'est-ce qu'ils vont en ressortir. C'est ça ma grande motivation, c'est qu'est-ce qu'ils vont ressortir. La projection autour du sexe et handicap, dont maintenant on se rend compte qu'une année après, quasiment, ou 6 mois après, c'est un problème d'actualité en France où ça a déclenché une polémique monstrueuse. Enfin, l'axe socio-culturel représenté de manière évidente et formidable par le film Prostitution de Jean-François Davy de 1975, où il est allé interviewer des centaines de prostituées et on les voit dans la rue, chez elles, n'importe où, s'adresser face caméra et elles décrivent leur quotidien et des fois en des termes vraiment très crus, quoi. Elles décrivent des scènes qui sont des fois à mourir de rire et d'autres fois à pleurer. Et voilà, alors là, on a un vrai document socio-culturel. Ici, nous sommes prêts à faire les 35 ans, les 40 ans, les 50 ans d'Aspasie sans problème. La vie des prostituées, leurs indignations et leurs révoltes
10 travailleuses du sexe se sont réunies pour écrire un livre illustré par de la bande dessinée. Le livre intitulé « Entre clameurs et bruissements » relate bien la diversité des problèmes vécus par les travailleuses du sexe. Et la démarche ne s'est pas arrêtée là, puisqu'une exposition de bande dessinée se tient actuellement au Hall de Lille. Écoutez la présidente du tout nouveau syndicat des travailleuses du sexe à Genève, Angelina. C'est une collaboration avec des artistes, parce que je pense que aussi la prostitution, c'est une forme d'art. C'est l'art de la séduction, c'est l'art de la survie, c'est l'art de beaucoup de choses mises ensemble. Et ce mélange d'art et prostitution, ça nous va très bien. L'aboutissement de ce petit livre était vraiment un formidable moyen de mettre en valeur la parole des travailleuses du sexe, où elles pouvaient vraiment s'exprimer sans être vues. Même quand on prend un grand dessinateur comme Fmur, mais c'est parce qu'il était là par hasard, puis je dis écoute, on a ça, je lui ai fait tous les textes que vous m'aviez fournis, qui avaient été écrits par les travailleuses du sexe. Alors il a regardé ça, et lui, effectivement, a été très choqué par l'usure des loyers. C'est pour ça qu'il a fait ce dessin qui est emblématique, en fait, sur ces filles qui sont exploitées par des gens qui sont sans vergogne. J'ai visité 2 fois cette exposition. Il y en avait 2, si j'avais les moyens, je les aurais achetés tout de suite. Il y a des coups de crayon, il y a des choses qui sont passe-partout, et d'autres où tout à coup quelque chose jaillit. J'ai gardé le souvenir numéro 42, 44, là, qui m'ont frappé. Puis ils sont partis, je suis content qu'ils soient partis. Si je pouvais mettre 500 balles sur la table tout de suite, je l'aurais fait. J'ai eu beaucoup de clients qui m'ont parlé de ça. Ils me disent « Ah, j'ai vu que tu as écrit quelque chose dans un livre, et puis c'est pas mal, hein? C'est génial. Et puis les BD, j'adore les BD. » Les hommes, ils restent des petits enfants, même à 40, 50 ans. J'ai été très surpris, il y a beaucoup de paquisards qui sont venus, parce qu'ils ont... Eux, alors, ça fait partie de leur quotidien. Donc, ils étaient tout contents que les paquis, déjà, étaient là dans une galerie. Il y avait le public qui vient, parce que c'était des grands noms de la bande dessinée. Donc, il y avait vraiment tous les gens qui s'intéressent à l'expression même du dessin. Et tous les jeunes qui sont venus, parce que c'était ça qui est intéressant dans cette brochure, c'est qu'on a pris des toutes jeunes dessinatrices, qui venaient d'avoir les prix de la jeune bande dessinée l'année précédente. Donc, ça faisait aussi les écoles qui sont venues. Donc, il y avait les écoles, les paquisards, les gens qui venaient pour le côté du sexe, le public de papier gras, plus le côté officiel, parce qu'il y a Aspasie. Ça faisait beaucoup de monde. Alors, ça a fait vraiment, c'est un succès fantastique qui nous a d'ailleurs tous dépassés. Écoutez, je trouve que c'est un livre avec, justement, qui faisait écho à différentes facettes de ce métier. Et j'ai trouvé aussi l'engagement des dessinateurs, un engagement qui était à saluer et que je salue toujours aujourd'hui. Je crois qu'il est important aussi de donner une autre image de la réalité, de pouvoir la répercuter dans le public. Et puis, donc c'est un outil de communication précieux. Moi, j'espère que ça va changer le regard que les personnes ont sur la prostitution. Il y a beaucoup de mythes sur la prostitution. Les gens pensent qu'on est des personnes un peu étranges et c'est pas vrai, on est comme tout le monde. L'association Aspasie sonne l'alarme concernant les loyers imposés aux prostituées. Les tarifs, les règles sont encore opaques. Le canton de Genève demandera aux tenanciers de salons des quittances plus détaillées. Il s'agit de contrôler et d'encadrer des loyers qui sont très souvent payés en espèces. Hors caméra, les filles dénoncent les box miteux et les toutes petites chambres sous-louées 3 000 francs par mois dans des appartements. Il y a un autre appartement ici qu'ils font payer même l'ascenseur, l'utilisation de l'ascenseur, 20 francs par jour. Disons que c'est le recoupement de ces témoignages semblables qui permet d'identifier des personnes, enfin des sous-loueurs, des loueurs, des immeubles où cela se passe le plus fréquemment. Les travailleuses du sexe ont finalement été d'accord que ce dossier soit porté
par les autorités dans la mesure où elles pouvaient rester dans l'anonymat. Lorsqu'ils doivent payer des loyers exorbitants à des usuriers au sens littéral, des gens qui... Alors vraiment c'est de l'abus pur, il n'y a strictement aucune excuse. J'ai un loyer normal, d'accord, mais un loyer... Là c'est vraiment faire l'argent sur le corps des gens de manière inacceptable. Et je suis très heureux d'ailleurs qu'il y ait des démarches à ce sujet pour casser enfin ce marché sur le corps humain en fait, à des prix incroyables. Effectivement, mon collègue Rémi Pagani a participé à cette démarche de dénonciation auprès du procureur général. Il fallait une voix peut-être publique pour contribuer à porter cette plainte. 150 francs par jour, c'est le prix d'une chambre dans un salon au Paquis. Certains tenanciers du quartier chaud de Genève assurent déjà fournir des factures. L'association Genevoise Aspasie, qui condamne les loyers abusifs, dit de son côté que ces reçus sont récents, voire inexistants. Les travailleuses du sexe payaient toutes les semaines de l'argent en cash, ne recevaient pas de quittance. Et on peut même dire que si elles réclamaient une quittance, certains les menaçaient de finalement qu'elles perdent leur logement et leur travail. Ces quittances devront être présentées à la police sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement. L'usure, l'abus de loyer et de conditions de location et le danger de tomber entre les mains des proxénètes, tout ça, là, il y a un rôle de l'État qui doit être le fait de montrer que l'action de la collectivité publique fait que ce sont des citoyennes et des citoyens comme les autres et ils exercent une profession qui est à l'intérieur de la légalité de ce pays. Voilà. Pour donner un cadre à ces transactions, les patrons de salons devront désormais établir un contrat détaillé signé par l'exploitant et le travailleur du sexe. Le but, c'est surtout de protéger des personnes qui se livrent à une activité légale, la prostitution, mais qui, par nature, cette activité se passe dans un monde interlope avec des intermédiaires qui parfois se servent et qui transforment des situations en des cas de traite d'êtres humains. En ce moment, notre espoir, c'est que le procureur prenne des mesures assez effectives et des simples pour tous les autres, pour que ça n'arrive plus, ce genre de choses. C'est ici, dans le cimetière des Rois, le Panthéon genevois, que va reposer dès demain Griselidis Réal, une femme qui se définissait comme une courtisane et fer de lance des prostituées. Nous ne défendons pas la prostitution, mais Madame Griselidis Réal a redonné une dignité aux personnes qui exerçaient cette profession de prostituée. Par ailleurs, c'est une écrivaine reconnue au niveau international et on trouvait normal, d'autant plus qu'il y a peu de femmes au cimetière des Rois, d'honorer une personne qui, nous le pensons, a vraiment donné un sens à son combat. Au moment où Griselidis obtient son transfert au cimetière des Rois, très vite va se poser la question d'un monument, d'une pierre, qu'est-ce qu'on va mettre sur la tombe d'un personnage comme celui-là. Et là, les 4 enfants, on s'est concertés. Ma demi-sœur Léonore, qui est artiste, qui a beaucoup d'amis artistes à Genève, a dit « Moi, je suis d'accord de m'occuper des histoires de la stèle. Moi, j'habite quand même à 150 km, c'est un peu plus compliqué. » Donc, c'est elle qui a trouvé le sculpteur Joe Fontaine, dont j'ai fait la connaissance avec beaucoup de plaisir. C'est un artiste de valeur, un homme charmant. Et petit à petit, on monte un projet qui va être, à un moment donné, présenté au conseil administratif de la ville. Et franchement, le refus du conseil administratif, pour moi, ça a été une douche glacée. Je ne m'y attendais absolument pas. Je pouvais m'attendre que, comme d'habitude, le sujet fasse polémique, que ça ne soit pas tout simple, qu'il y ait quelques grincements de dents et qu'il faille négocier. Mais il n'y avait rien à négocier. C'était niette, point final. Ceci dit, la bigoterie à propos du projet de stèle dépasse l'entendement et l'hypocrisie. Alors, parce que vraiment, alors ça, nous sommes en deçà de tout bon sens. Quand on voit ce que les parents amènent comme bobine de DVD à la maison et qui est à la libre disposition de leur gamin de 12 ans, s'effaroucher pour ça, je veux dire, nous avons dépassé les bornes. C'est de la bigoterie de plus bas étage. Parce que si ça, c'est offensant pour les mœurs, alors on doit revoir beaucoup de choses. Dans le combat pour qu'il y ait un jour une stèle sur la tombe de Griselidis,
Les dernières choses qu'on ait fait, et moi ça m'a pris, je peux vous dire, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, c'est qu'on s'est dit il faut qu'on fasse une espèce de consultation publique. Et on l'a fait sous la forme d'une recherche de fonds par Internet. Et on a obtenu presque 4 000 € en ayant des témoignages qui sont venus de plusieurs pays d'Europe, de gens qui disent écoutez, c'est beau, c'est important, on vous soutient. Donc, si vous voulez, on peut retourner prochainement au conseil administratif avec un nouveau projet et avec la démonstration qu'il y a beaucoup de citoyens, monsieur et madame tout le monde, en Suisse, en France, en Belgique, dans différents pays, qui pensent que c'est une bonne chose, que c'est une bonne idée. Le fait que Griselidis Réal soit roi avait déjà créé en soi une discussion très forte. On voit, voilà, le thème de la prostitution, c'était à la fois une reconnaissance, mais le cimetière des rois, c'est un cimetière très particulier. En fait, il n'y a pas de critères rationnels pour y aller. Il faut avoir contribué de manière marquante, disons, à la vie de Genève. En ce sens-là, Griselidis Réal est à sa place, du coup, puisqu'elle a marqué peut-être sous un registre moins classique que d'autres. Écoutez, moi, pour ma part, je n'ai jamais été opposée ni à la stèle qui nous avait été présentée. Donc, évidemment, aujourd'hui, l'affaire est dans les mains de la famille, mais je suis certaine qu'à un moment donné, on arrivera à trouver une solution qui satisfasse à la fois comment dire, la mémoire d'une personnalité comme Madame Réal, et puis aussi peut-être les esprits puribonds de la cité calviniste. Écoutez, le dialogue est sûrement possible. Je pense qu'il n'y avait pas de volonté a priori de refuser toute forme de stèle, donc j'imagine... Comme j'ai dit, la discussion première avait lieu avant que j'y étais pas encore, mais en tout cas, il y aura forcément un dialogue qu'on peut initier. La problématique, elle est toujours d'actualité, c'est-à-dire la prostitution est quelque chose qui ne va pas diminuer ces prochaines années parce que la pauvreté ne va pas diminuer ces prochaines années parce que la migration ne va pas diminuer. Et c'est une évidence que Aspasie va devoir continuer à faire face à toutes ces problématiques qui se posent. Pour ma part, je pense que c'est une excellente collaboration. Je considère que c'est une équipe formidable qui fait un travail d'utilité sociale. Donc, bien évidemment que je continuerai, et aussi par le biais du conseil municipal, à soutenir cette activité. Donc, il n'y a pas de souci à se faire pour l'avenir parce que c'est vraiment d'utilité publique. Les travailleuses du sexe et les travailleurs du sexe font partie de notre communauté. Et, par certains côtés, ils courent des risques plus grands que les autres habitants de cette ville, en particulier de ce quartier. Et donc, c'est une obligation, je dirais, d'en être conscient et de veiller à réduire ces risques et à permettre à ce métier d'être exercé dans les moins mauvaises ou dans les meilleures conditions possibles.